Que se passe-t-il entre l'Arabie saoudite et le Yémen? Il y a tout juste une heure, nous avons appris que le Yémen a frappé un aéroport en Arabie saoudite, l'un des aéroports du pays. Des cibles sensibles ont été touchées. Nous ne savons pas encore de quelle cible il s'agissait, mais ils affirment avoir touché des cibles sensibles. Autre fait important dans le cas de l'Arabie saoudite, un pétrolier battant pavillon indien qui transportait du pétrole saoudien a explosé après avoir été attaqué par un bateau suicide yéménite. Voilà donc ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et le Yémen. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Arbaïn. Comme je l'ai mentionné avant de commencer ce direct, c'est le 40e jour après le martyre de l'imam Hussein chez les musulmans chiites. Et nous savons que l'Iran et l'Irak commémorent ce 40e jour. Et aujourd'hui et demain, d'ici demain soir, peut-être que l'Irak va attaquer l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, j'ai appris du professeur Marandi que l'Arabie saoudite ils ont envoyé des messages où ils ont parlé avec des Iraniens pour leur dire qu'ils n'avaient pas attaqué l'Irak, que c'était les États-Unis qui avaient attaqué l'Irak. C'est toute la complexité de cette affaire, comme vous le voyez. Ils se vantaient de l'attaque contre l'Iran, et maintenant, ils disent « Hey, ce n'est pas nous, ce sont les États-Unis qui ont fait ça. » Larry, quelle est votre compréhension de ce qui se passe dans le cas de l'Arabie saoudite? C'est tellement important pour son économie, parce qu'elle est en ce moment sous une pression énorme, avec le détroit d'Ormuz et la mer Rouge. Je n'aimerais pas être à la place de Mohammed Ben Salman en ce moment, parce qu'il est pris dans un certain nombre de pressions différentes. Il est piégé. Et je pense que comme Trump, et je ne compare pas MBS à Trump, MBS est, je pense, plutôt intelligent. Mais il est pris dans ces différentes pressions. D'un côté, il subit la pression de Trump, du programme nucléaire, des accords d'Abraham et des Palestiniens. Il subit aussi, bien sûr, la pression directe de ce que les Houthis lui font, et probablement de ce qu'ils vont lui faire davantage encore au cours des prochaines semaines. Et puis il y a la pression liée à la situation dans son ensemble. Je sais que les Saoudiens, aujourd'hui, je vérifiais cela hier, ne détiennent, je pense, pas beaucoup plus que quelques pourcents de notre dette souveraine à l'heure actuelle. Mais ils doivent aussi se préoccuper de cela et de leur relation avec l'Empire. Car je pense qu'ils reconnaissent de plus en plus que l'Empire va être chassé d'Asie du Sud-Ouest. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles MBS a pris certaines des premières mesures qu'il a prises. Il essaie de nous donner un point d'appui, si vous voulez. Et c'est aussi de cela qu'il était question dans l'accord nucléaire. Il a obtenu ce qu'il voulait, mais nous avons aussi obtenu ce que nous voulions. Et ce qu'il voulait, ce n'était pas seulement l'accord nucléaire, mais aussi quelque chose qui ancre l'Empire à Riyad. Parce que cet ancrage, si vous voulez, disparaît rapidement. Et il nous voit nous faire expulser. Si nous devons être expulsés, il ne veut pas que son pays en fasse partie, du moins pas avant que l'accord nucléaire soit conclu, et ainsi de suite. Et peut-être qu'il a exploré d'autres options. Mais je pense qu'en ce moment, il est vraiment dans un sacré pétrin, et Donald Trump et Bibi Netanyahou l'y ont mis. Cela dit, je m'empresse d'ajouter que j'ai désormais un peu plus de renseignements sur le déroulement des réunions entre Netanyahou et Trump. Et l'impression générale que j'en retire maintenant, et je pense qu'elle est assez solide, c'est que ça a été terrible. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Bibi a sorti quelque chose, et Trump en a été irrité, pas impressionné, ni intimidé. Je ne sais pas si c'était Epstein ou autre chose, mais Bibi a bien essayé de sortir quelque chose. Et Trump a essentiellement répondu « Ça te ferait autant de tort qu'à moi, donc ça me fait pas peur du tout. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac ?» Ou quelque chose dans ce genre-là. Et il avait raison.
Parce que quand on y réfléchit, si c'était certaines des choses que je pense que Bibi a peut-être utilisées de manière assez désinvolte, y compris Epstein, cela pourrait se retourner contre Bibi tout aussi violemment que contre Trump, voire pas du tout contre Trump, compte tenu de sa position politique précaire en Israël en ce moment. Donc je ne sais pas très bien où en est cette relation aujourd'hui, et je pense que c'est très important. Parce que si nous continuons dans la folie dont nous faisons preuve aujourd'hui, et dont nous faisons preuve depuis le 28 février, alors si nous continuons à approfondir cette folie, Israël va subir une attaque majeure, et ce sera la fin de l'État. Je pense que du moins la partie juive de l'État aura disparu, parce que l'Iran va semer le chaos d'un bout à l'autre d'Israël. Et cela va aussi détruire beaucoup de moyens américains. C'est pour ça que Katz a dit ce qu'il a dit. Sortez vos avions d'ici. Vous êtes dans un environnement saturé de cibles. Sortez-les d'ici. Et Bibi a dû annuler cet ordre. Mais ce que Bibi n'a pas annulé, et ce qui a aussi mis Trump en colère pendant la réunion, c'est le fait qu'il ne va se conformer à rien de ce qui concerne le bel avenir humanitaire que Trump imagine pour les Palestiniens, Gaza, et ainsi de suite. Il ne va se conformer à rien de tout cela. Et il vient de le prouver en tuant encore plus de gens qu'avant à Gaza, qu'il s'agisse du Hamas ou de simples civils innocents. Et il a accéléré le rythme en Cisjordanie. Et je pense qu'il se prépare à agir de manière encore plus spectaculaire au Liban. Donc il ne fait rien de ce que Trump a probablement insisté pour qu'il fasse lors de cette réunion, et qu'il a peut-être accepté de faire avant de rentrer chez lui et d'annuler tout cela. Et l'un des éléments importants ici, je pense, probablement l'un des plus importants qui se passe à Gaza en ce moment, et peut-être en Israël même, c'est qu'il ne va accepter aucune des conditions que nous avons posées pour que la force internationale, quelle qu'elle soit déployée, ou pour que quoi que ce soit se passe à Gaza concernant cette future organisation humanitaire, quelle qu'elle soit. Parce qu'il n'acceptera pas les paramètres exprimés, pas plus que le Hamas. Et le Hamas n'a pas catégoriquement accepté cela. C'est vrai, le désarmement du Hamas, et la question de savoir quelle force sera présente à Gaza après cela, même si cela se produit. Donc c'est un gâchis. C'est un chaos complet en Israël, avec toutes les promesses qu'il aurait faites à Trump et qu'il ne tiendra pas, et avec toutes les choses qu'il va faire et qui vont provoquer l'Iran. Sans compter qu'il est dans une situation politique tellement mauvaise que je pense qu'il ferait à peu près n'importe quoi pour impliquer fortement les États-Unis à ses côtés dans une nouvelle attaque contre l'Iran, une attaque conjointe contre l'Iran. Donc on assiste à une évolution. Et puis comme vous et moi en parlions avant d'entrer à l'antenne, il y a ce sujet de CNN sur Bradley Cooper, l'amiral qui dirige le commandement central, le commandement responsable de cette guerre. Il serait tellement perdu qu'il sollicite sa communauté du renseignement, ses propres forces, pour avoir des idées. Une demande aurait été lancée, apparemment, si l'on en croit cette histoire, par le commandant Bradley Cooper. Elle a été adressée à son commandement. « J'ai besoin d'idées. Nous ne sommes pas en train de gagner cette affaire. J'ai besoin d'idées. » Cela vous montre donc la frustration des militaires. En plus de cela, j'entends dire que le commandant en chef, le chasseur, il porte 2 casquettes, commandant américain et commandant suprême des forces alliées en Europe. Le commandant de l'OTAN, le général de l'Air Force, Alexus Grynkewicz. J'entends dire qu'il met vraiment de l'huile sur le feu en Méditerranée, et pas seulement en ce qui concerne les forces navales, dont la plupart, voire la totalité, relèvent de lui. La 6e flotte, la force navale permanente de l'OTAN, et ainsi de suite. On leur demande de défendre Israël quand tout cela se met en place, et qu'Israël subit une attaque vraiment effroyable de la part de l'Iran. Et il dit à juste titre,
Je ne peux pas faire ça tout en soutenant mes propres plans de guerre. Et vous avez d'autres commandants à travers le monde, on ne les appelle plus Sinks, on les appelle commandants de combat, en dehors d'EUCOM. Vous avez l'AFRICOM et bien sûr l'INDOPACOM qui disent à Kane des choses similaires. Leurs munitions sont tellement ponctionnées qu'ils ne peuvent plus exécuter leur plan de guerre. Donc enfin, il y a une forte contestation au Pentagone parmi des commandants assez haut placés. Et je ne pense pas que Hegseth ait la moindre idée de ce qu'il faut faire face à ça. Kane sait qu'il a un problème de munitions et un problème avec ses commandants. Mais cette discorde au sein de l'armée américaine et le fait que Bradley Cooper demande des idées à ses équipes montre à quel point nous sommes désemparés et à quel point nous échouons dans ce conflit, et nous continuerons d'échouer. En plus de ça, le président tient des propos qui sont inadmissibles. Là encore, il parle d'apporter la terreur par les bombes, et ainsi de suite. Enfin, on ne peut pas canaliser Trump, visiblement. Même si vous en avez l'intention et même si vous avez des raisons de le faire, vous ne le pouvez pas. Il sort et il dit ces choses-là. Et la plupart de ce qu'il raconte sur la diplomatie ici, la diplomatie là, les Iraniens qui cèdent, qui veulent reparler, ce sont tous des mensonges. Des mensonges éhontés qu'il invente de toutes pièces ou qu'il reprend de Laura Loomer ou de quelqu'un d'autre. Ça ne l'aide pas du tout face au vrai problème qu'il a, et qui reste le même. C'est toujours le détroit d'Ormuz, c'est toujours le programme nucléaire, ce sont toujours les missiles balistiques. C'est exactement pour toutes ces raisons-là qu'il a dit au départ qu'il lançait cette opération. Et rien, zéro, n'a été accompli. En fait, dans bien des cas, comme avec le détroit d'Ormuz, cela s'est très lourdement retourné contre lui. Nous avons donc un président qui n'a aucune idée de la manière de se sortir du bourbier dans lequel il s'est mis et qui continue régulièrement de mentir à ce sujet. Qu'il s'agisse de la diplomatie en cours ou des opérations militaires en cours, parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Or, je vous le dis, nous ne pouvons pas sortir le commandant en chef de ce conflit en mentant. Nous sommes donc dans une très mauvaise situation aujourd'hui, probablement pire encore que ce que moi-même je pensais que nous finirions par connaître. Larry, dans l'article que vous avez mentionné sur CNN, il est écrit que nous cherchons des moyens nouveaux, créatifs et non conventionnels de faire pression sur l'Iran et de le punir. À quoi pensez-vous quand on parle de moyens non conventionnels? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela pourrait vouloir dire beaucoup de choses, y compris utiliser des forces terrestres de manière ciblée, par exemple pour s'en prendre à l'île de Karg. Cela pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Cela pourrait aussi vouloir dire utiliser des armes nucléaires. J'espère que non, mais c'est possible. Mais cela montre le désespoir de Brad Cooper si cette histoire est vraie, et elle me paraît crédible. Cela montre son désespoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de ce que nous avons fait avec l'autorisation de le faire, ou peut-être les choses que nous avons faites sans y être autorisés, j'ai déjà connu ça, n'a marché. Et rien ne laisse penser que ça va marcher. Nous pouvons donc continuer à larguer des bombes toute la journée, jusqu'à ce que nous n'ayons plus de bombes. Mais cela ne brisera pas la volonté de l'Iran. Alors que pouvons-nous faire? Je dirais que c'est le signe ultime du désespoir. Si cette histoire est vraie, si un commandant 4 étoiles se rend auprès de son commandement pour demander des idées sur la manière de reprendre ce conflit en main et d'en inverser le cours, pour obtenir un résultat positif plutôt que les résultats négatifs qui se préparent actuellement, c'est incroyable. Vous savez, apparemment, cela se produit. Je ne pense pas que CNN l'ait inventé, mais c'est incroyable. Autrement dit, c'est sidérant. Et cela montre le désespoir de cette administration, de son bras militaire, y compris Hegseth,
et de son bras civil. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire. Ils ont déclenché cette guerre. Ils la mènent avec le seul moyen dont l'armée semble disposer. Essentiellement des bombes et d'autres choses de ce genre qui explosent sur le territoire iranien. Ils pensaient que le régime allait s'effondrer. Bibi leur a dit que le régime allait s'effondrer. Bibi est maintenant en grande difficulté, politiquement et militairement, et rien ne fonctionne. Je ne voudrais être à la place de cette administration pour rien au monde. Ils ont tout foiré, tout ce qu'ils ont touché depuis le 28 février. Ils ont tout foiré. Quand il parle d'une invasion terrestre, Larry, on a appris hier que les forces spéciales terrestres iraniennes ont mené plus de 14 opérations sur le sol irakien, au Kurdistan irakien. Cela veut dire que les combats au sol ont eu lieu ou sont en cours pendant que nous parlons. C'est pour cela que vous voyez des attaques iraniennes contre le Kurdistan irakien et dans cette zone. Ce n'était pas à l'intérieur de l'Iran, mais à l'extérieur. D'une certaine manière, l'Iran attaque de façon préventive toute possibilité d'invasion terrestre venant de cette frontière. Ce que j'avais entendu, c'est qu'ils essayaient d'obtenir la participation des Peshmerga et d'autres forces associées dans le nord de l'Irak. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient complètement échoué. Les Peshmerga ont déjà servi de marionnettes aux États-Unis par le passé. Et je pense que ce serait extrêmement difficile compte tenu de la situation qu'ils connaissent aujourd'hui dans le nord de l'Irak, qui n'est pas une mauvaise situation. Je veux dire, on pourrait dire que, sous certains aspects, cette partie-là est la plus réussie de l'Irak. Et c'est en partie parce que les dirigeants kurdes ont su trouver des solutions et coopérer un peu mieux, et ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que vous allez les convaincre de mener des opérations militaires à l'intérieur de l'Iran. Alors ma question serait, qu'est-ce que vous faites? Essayez-vous de lancer des opérations militaires depuis le Kurdistan vers l'Iran en les faisant passer pour des opérations des Peshmergas ou des forces kurdistaniennes? Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. Et je reviens à mon point de départ. Les États-Unis les ont trompés tellement de fois. Je remonte par exemple jusqu'à l'opération Provide Comfort. On les a tellement trahis chaque fois qu'on leur a demandé de nous aider ou de faire des choses avec nous que moi je ne tomberai plus dans nos pièges. Tout simplement, je ne le ferai pas. Donc je ne sais pas de quoi ils parlent depuis le Kurdistan, à moins qu'il ne s'agisse d'utiliser nos forces basées au Kurdistan pour faire quelque chose afin d'essayer de déstabiliser l'Iran. Je ne pense pas que ça marcherait. Vraiment pas. Et je me demande ce que les Turcs pensent de tout ça, parce qu'ils étaient parvenus à un arrangement assez satisfaisant avec les forces qu'ils devaient régulièrement aller contenir en envoyant des troupes au Kurdistan. Car la Turquie a un véritable intérêt, un intérêt important, non seulement dans ce qui se passe dans le sud-est de la Turquie, mais aussi en Iran, en Syrie et en Irak. Et ils semblaient avoir réglé leurs problèmes. À ma connaissance, cela fait longtemps qu'ils n'ont pas envoyé en Irak des troupes en nombre significatif. Donc cela risquerait de tout relancer. Et je ne pense pas qu'ils en seraient heureux non plus. Et j'attends toujours. J'attends toujours. Comme le dit Doug McGregor, la Turquie va d'une manière ou d'une autre entrer dans cette mêlée et y peser de tout son poids quelque part. Je serais très intéressé de voir ce que feront les Turcs si Netanyahou se lance vraiment à fond au Liban une fois de plus. Il doit toujours faire face au Hezbollah, et le Hezbollah constitue un front viable. Je soupçonne qu'ils ont été plutôt bien réapprovisionnés maintenant. Si vous pensez à cette ligne de chemin de fer qui arrive en Iran, par l'ouest ou par l'est, jusqu'à Téhéran,
Et si vous pensez à la liaison par la mer Caspienne, je suis presque certain qu'une partie de ces fournitures est arrivée au Hezbollah. Ils sont donc prêts à repartir, eux aussi. Et si le Hezbollah se joint à l'Iran dans cette attaque qui pourrait se préparer contre Israël, Israël va le payer très cher. Je pense que, dans le cas d'Israël, peu importe que ce soit Benjamin Netanyahou ou peut-être Naftali Bennett qui arrive. Naftali Bennett a dit qu'il estime que le Qatar est pire que l'Iran, parce que le Qatar joue d'une certaine manière avec les États-Unis, en essayant de dire « nous ne sommes pas l'ennemi », alors qu'ils sont l'ennemi d'Israël, a-t-il dit. On se demande quelle part de tout ça relève de la rhétorique politique, parce qu'il veut, vous savez, remplacer Netanyahou. Mais je soupçonne que c'est sincère. Je ne connais pas très bien Bennett, mais je pense qu'il y en a certains, disons-le ainsi, notamment au Likoud, mais aussi dans les petits partis qui composent la coalition qui n'aiment pas du tout le Qatar. Et ils ont probablement raison. Je veux dire, quand on examine la question de près, ils ont probablement raison. Mais une partie de tout ça est la faute de Netanyahou, parce qu'il utilisait le Qatar pour faire parvenir de l'argent au Hamas, afin de soutenir le Hamas plutôt que l'autorité palestinienne, parce que le Hamas était opposé à la solution à deux États et que l'autorité palestinienne y était favorable. Donc, il n'aimait pas l'autorité palestinienne et il voulait utiliser le Hamas indirectement pour l'empêcher de sortir triomphante. Et il y est assez bien parvenu. Sauf que le retour de bâton le 7 octobre a été considérable, si l'on croit que Netanyahou ne savait pas que cela allait arriver, et si l'on croit qu'il ne l'a pas laissé arriver. Or, certains spécialistes de la région, plus compétents que moi, pensent que Netanyahou savait parfaitement ce qui se préparait et qu'il s'en est servi comme du 11 septembre, comme nous sommes servis du 11 septembre en Amérique, pour répondre par la force militaire, les sanctions et tout le reste. Cela a donné aux néoconservateurs un prétexte pour mettre en œuvre la stratégie du clean break, autrement dit, celle dont nous voyons aujourd'hui le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'était le renversement du régime en Iran, garantir la sécurité d'Israël pour toujours et aussi assurer le grand Israël. Toutes ces stratégies sont aujourd'hui mélangées. Elles sont toutes, dans une certaine mesure, confondues, mais un nombre suffisant d'entre elles se sont réalisées, les nôtres après le 11 septembre, la guerre mondiale contre le terrorisme si vous voulez, et maintenant cette affaire avec l'Iran. Ce dernier chapitre ne découle pas expressément de la stratégie de la rupture nette, et je ne pense pas qu'aucun des néoconservateurs aurait imaginé que Donald Trump serait leur sauveur à cet égard. Mais il l'a été. Il l'est. C'est lui qui poursuit le changement de régime avec des bombes, des balles et des baïonnettes. La situation, Larry, est désespérée pour Donald Trump. On peut le comprendre à travers ses derniers commentaires sur Chevron et Exxon. Il a dit que ces gens gagnent beaucoup d'argent et qu'ils ne le partagent pas à cause des pénuries, à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Quand il s'en prend à Exxon et à Chevron, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Ce sont deux de ses plus grands soutiens. Oui, je viens de regarder... je ne sais pas si vous avez vu le documentaire que Abby Martin et d'autres ont réalisé sur le changement climatique, la crise climatique et celui qui y contribue le plus. Elle a absolument raison dans ce documentaire. Je veux dire, l'armée américaine, c'est en quelque sorte le 54e État, non avec le Portugal, dans la liste des consommateurs de combustibles fossiles, ou quelque chose comme ça. Et quand on regarde ExxonMobil, ExxonMobil figure dans les deux. Moi, je divise les deux États qui composent aujourd'hui l'Amérique et l'Empire en deux catégories. L'État de sécurité nationale. La plupart des gens le connaissent.
La plupart des gens ont lu quelque chose à ce sujet. Il est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Tout le désir de l'État de sécurité nationale se résume à Lockheed Martin, RTX et aux autres marchands de mort, ainsi qu'à tout l'argent qui est gagné grâce à ça. Mais il y a aussi l'État capitaliste prédateur. Nancy MacLean de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a écrit là-dessus dans son livre « Democracy in Chains ». Charles Koch a en quelque sorte lancé ça. Donc, vous avez ces deux États qui existent actuellement au sein de l'Empire. L'État de sécurité nationale engloutit des sommes considérables et l'État capitaliste prédateur l'aide et l'alimente, en quelque sorte. Vous avez donc des entreprises comme ExxonMobil qui sont présentes dans les deux États parce que c'est une entreprise capitaliste prédatrice par excellence. Et en même temps, son plus gros client, c'est le département de la Défense. Elle vend davantage au département de la Défense qu'à n'importe qui d'autre dans le monde. Ainsi, le département de la Défense est l'un des plus gros pollueurs au monde. C'est de cela que parle ce documentaire. Il y a des scènes marquantes où l'on vous dit qu'un seul B-502 consomme autant que des millions d'Américains roulant sur l'autoroute, ce genre de choses. En même temps, vous avez Lockheed Martin, par exemple, et tous ces marchands de mort. Ils font partie de l'État de sécurité nationale, mais aussi de l'État capitaliste prédateur, à cause de l'argent qu'ils gagnent. Donc vous avez ces deux États qui parfois s'affrontent, mais aujourd'hui, le plus souvent, ils agissent en synergie et ils détruisent les États-Unis d'Amérique. Trump, lui, n'a aucune idée de tout ça, mais beaucoup d'entre eux savent ce qu'il fait, aiment ce qu'il fait et comptent parmi ses plus grands soutiens. Comment sortir de ça? Je veux dire, comment faire? Vous êtes capturé par ces deux États et Trump est au-dessus de tout ça. Il alimente les deux. Et tous les deux vont tous nous tuer, Nima. Ils vont tous nous tuer avec la crise climatique.